et on va aller dans l'espace, dans un autre espace avec Yan Min. Yan Min qui est un artiste et comme beaucoup d'artistes est aussi un chercheur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a créé des mondes. Alors c'est pas tout le monde qui peut dire qu'il a inventé des mondes. Yan Min a inventé des mondes, c'est un créateur de mondes, alors des mondes virtuels. C'est aussi le créateur du Novo Museum, je le disais tout à l'heure, un musée virtuel. Et Yan Min va nous présenter un environnement qu'il a créé. Alors il se définit, bon bien sûr comme artiste, mais il se définit aussi comme, alors je reprends sa formule, un noénaute cyberpunk. Alors c'est très intéressant, le noénaute c'est celui qui va justement circuler dans la noosphère, dans le cyberespace. Et cyberpunk, c'est peut-être que justement c'est quelqu'un qui ne respecte pas tous les codes et toutes les normes sociales, mais qui va aussi peut-être produire des questionnements. En tout cas, on va passer un petit moment avec lui. On a une demi-heure avec Yan Min maintenant, et je vais tout de suite te laisser la parole, Yann, pour que tu nous fasses découvrir ces environnements qui sont à la fois très proches, puisqu'on va le voir, hein, tu es entouré d'écrans, tu es entouré d'ordinateurs, tu es physiquement quelque part, et pourtant tu vas nous faire voyager ailleurs. Est-ce que tu peux nous présenter ça? Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Je suis très très content d'être parmi vous avec autant d'activistes notoires de la cyberculture. En fait, donc je vais vous présenter mon Novo Museum, qui est un musée virtuel que j'ai commencé à créer il y a longtemps, au siècle dernier. Et donc je suppose que certains d'entre vous l'ont récupéré, c'est-à-dire vous l'avez récupéré, téléchargé sur Internet, donc vous pouvez m'accompagner et on va se balader donc dans mon cyberespace. Et je vais vous raconter quelques histoires, quelques réflexions personnelles pendant cette petite demi-heure. C'est-à-dire cette balade dans le cyberespace va me permettre, c'est aussi un support pédagogique, un support à conférence, hein, c'est aussi l'application d'une vieille technique d'enseignement qui date de l'Antiquité, qui s'appelle l'Ars Memorativa, mais ce serait un peu trop long à expliquer. Vite fait, je vous explique. Sur la tête, là, actuellement, j'ai des petites oreilles qui sont un jouet japonais qui s'appelle des Nekomimi, oreilles de chat en japonais, que j'ai customisé façon Briareros et Katonshir, qui est un des héros d'Appleseed. Hein, c'est les antennes de Briareros, dessinées par Masamune Shiro, que j'ai imprimé avec mon imprimante 3D, et les oreilles bougent, plus ou moins, hein, c'est un jouet avec ma pensée. Donc si vous les voyez bouger, c'est qu'elles réagissent ou que ma pensée émet quelque chose de vaguement mesurable par le gadget. Et donc évidemment, ça me sert à parler de l'augmentation, de nos augmentations et de nos transformations et de la flexibilité du corps dans lequel nous sommes rentrés. Hein, c'est-à-dire qu'en même temps que nous nous confinons, nous augmentons nos capacités, notre corps, et nous le projetons dans le cyberespace. Mais alors, ce processus-là est très ancien, il a commencé à l'Antiquité, hein, pas du tout en 1948, au moment où la cybernétique apparaît. Et je vais vous raconter un peu pourquoi je pense cela et comment je l'ai un peu découvert à travers mes voyages dans le cyberespace. Parce que, en fait, je me définis plus, non pas comme artiste maintenant, ni d'ailleurs comme cyberpunk, bien que je sois un cyberpunk. Étymologiquement, ça veut dire voyou cybernétique. Hein, donc, je suis un voyou cybernétique. Si on a le temps, je vous évoquerai ça. Et d'ailleurs, tous les artistes, et vous tous actuellement, vous êtes tous des voyous cybernétiques. Hein, qui n'a pas en ce moment sur son ordinateur, pirater des films, pirater de la musique, pirater des logiciels. Hein, c'est-à-dire, c'est incroyable, mais cette société nous a tous transformés en voyous cybernétiques. Mais je préfère me définir comme noénaute, et donc vous êtes à bord de mon vaisseau d'exploration. Là, actuellement, moi, je suis dans mon nooscaf, et d'ailleurs, je vais partager l'écran, ce qui va me permettre de vous faire visiter, de vous faire partager le voyage dans le Novo Museum. Alors, pour partager mon écran, voilà. Vous allez me dire si tout fonctionne bien. Hein. C'est normalement, voilà, partage d'écran. Et là, actuellement, normalement, vous devez être dans vous devez me voir en vignette. Hein, confirmez-moi que vous recevez bien cette image-là. Et avec mon Novo Museum à l'écran. C'est bon? C'est pas bon, alors apparemment on te voit en vignette, mais ça n'a pas basculé sur... Ah oui, je sais pourquoi, t'inquiète pas, c'est bon. Je sais pourquoi. Bon, t'inquiète pas. Vous inquiétez pas en régie, Cyberpunk gère tout. Alors, est-ce que là, ça marche mieux? C'est bon, Yann. Là, on voit, ça va. Là, vous me voyez. On est dans un espace qu'on n'a jamais vu. Voilà, vous êtes dans le Novo Museum.
Et donc là, vous voyez, on est à bord de mon... Je vais relancer le niveau. Alors vous pouvez m'accompagner dans mon nooscaf et mon noomuséum, c'est-à-dire je suis un noonaute, un explorateur des sphères d'information, dans un sens large, un explorateur de la noosphère et du noo. Et entre autres, mais tous les artistes, tous les artistes, les chercheurs, les écrivains, les auteurs sont des noonautes. Nous voyageons dans les sphères de l'information. Et vous êtes donc, je vous invite là, à bord de mon bateau violon. Alors, si vous appuyez sur T, si vous êtes en même temps que moi en train de voyager dans le noomuséum, là, vous voyez donc mon bateau violon. C'est mon univers de rochers, un univers de rochers dont j'ai eu des visions, des rochers volants dans les airs, dont j'ai eu la vision déjà il y a 40 ans, dans ma jeunesse. C'est un mème. Je vous expliquerai pas trop ce que sont les mèmes, mais c'est pas ce que l'on pense. Il faut revenir à l'origine des mèmes qui ont été inventés en 79. Et donc les rochers volants que vous avez dû voir dans des tas de jeux vidéo et dans des films, c'est une entité mémétique, une sorte d'entité vivante qui se sert de nous pour se propager et se reproduire. Et donc les artistes, les auteurs, nous sommes des propagateurs de mèmes. Et donc là, vous voyez, nous sommes donc à l'intérieur de mon bateau violon. Donc j'aurais appuyé sur T pour revenir à la caméra subjective principale, ou plutôt la caméra à la troisième personne. Voilà. Et... ah zut, j'ai appuyé trop souvent sur le bouton. Là, voilà. Et donc, nous allons embarquer, nous allons quitter donc le Cubernan, le pilote du navire, qui est évidemment la créature mémétique qui a inspiré la cybernétique de Norbert Wiener en 1948. Et nous allons nous avancer vers le premier téléporteur. À chaque fois que vous voyez des icônes un peu étranges par terre, c'est des téléporteurs. Et on va avancer de niveau en niveau. Donc si vous appuyez sur H, vous coupez le son. Et on va directement aller, parce qu'on a peu de temps devant nous, donc on va directement... Alors si vous appuyez sur VBN, donc N pour Next, vous changez de niveau. Et donc on va avancer dans les niveaux, et on va aller tout au bout, vers le futur. Là, vous voyez, par exemple, on est dans le niveau de l'Antiquité, mais je saute. Là, on est dans le niveau du XXe siècle. Et en fait, je vais prendre le téléporteur qui m'amène tout de suite au bout du XXe siècle, le téléporteur rouge, et je vais rentrer dans ma prospective sur le futur. C'est un petit préambule qui me paraît important pour vous expliquer un peu là où je vais. Voilà, et on a un de mes avatars. Je vais vous parler de mes avatars, d'ailleurs, c'est ça le truc. C'est qu'on est en train de se dématérialiser massivement dans le cyberespace. Et donc là, on va suivre mon avatar. Et alors, vous voyez, dans cet espace-là, j'ai modélisé l'évolution de l'humanité depuis l'aube de l'humanité. Alors, c'est tellement grand qu'on ne peut pas faire en un seul... un data vis, une visualisation de data qui permette de visualiser la totalité de l'évolution de l'humanité depuis son apparition sur Terre. Alors donc du coup, j'ai créé un niveau spécial, vous voyez, qui est inspiré en plus de McLuhan, de Marshall McLuhan, qui est un sociologue qui a eu des visions du futur d'une pertinence extraordinaire. Et voilà, et on va prendre les commandes de ma voiture, parce que la voiture, c'est un objet intéressant, c'est un amplificateur. Marshall McLuhan travaille beaucoup sur les outils, et les outils qui nous amplifient. Et ce qui nous caractérise, c'est-à-dire ce qui nous différencie des hommes préhistoriques, c'est la puissance de nos augmentations. En fait, cognitivement, on n'est pas très très différent de l'homme préhistorique, mais par contre, nos outils sont d'une puissance monstrueuse, totalement monstrueuse et tellement puissante d'ailleurs qu'ils ont suivi l'évolution de la loi de Moore, la fameuse loi qui fait que les ordinateurs les machines doublent de capacité de traitement de l'information tous les X mois, 15 ou 17 mois, puisque c'est qu'une intuition, la loi de Moore. Et là, regardez, je suis au volant de ma voiture, la voiture étant une amplification des jambes, et vous voyez, je commence mon voyage dans l'histoire de l'humanité à moins 100 000 ans. Nous sommes 500 millions d'humains sur la Terre. Et là, je commence à rouler. Là, je commence à prendre l'accélération, donc je m'amplifie avec ma voiture. Donc, je pousse un petit peu les obstacles ludiques que j'ai mis sur le parcours. Voilà. Et j'avance. Et vous voyez, c'est long, J'avance dans l'histoire de l'humanité. Et donc, c'est très long d'avancer dans cette histoire de l'humanité. J'avance. J'avance vers le futur. J'avance et vous voyez, je me dirige vers le lointain. Donc, vous voyez, il y a un temps, mais hallucinant, qui est en train de se passer dans notre évolution. Et j'arrive là-bas au bout. Et donc, ce type de représentation, on ne peut le faire qu'en jeu vidéo, vous voyez, qu'en univers dématérialisé. Voilà, je commence à me rapprocher du monde moderne, de notre époque. Donc là, on est à moins 10 000 ans.
nous sommes 10 millions ou 10 milliards, non, 10 millions d'habitants sur Terre. Moins 6 000, moins 5 000, 20 millions. Et là, vous voyez les cubes là, sur le côté, là. Vous voyez les cubes qui grandissent, c'est nous là. Et là, on est en 400, nous sommes 200 millions, 400 de l'humanité. En 2012, donc en 2012, c'était il n'y a pas longtemps, c'est 7 milliards d'habitants. Et là, j'arrive, la prospective de 2050, et c'est l'énorme cube. Alors, je vais changer de caméra parce qu'avec une caméra plus large, on voit mieux ce qui se passe. Vous voyez l'énorme cube qui est en train d'englober tous les autres. C'est 2050, nous allons être 9 milliards d'habitants sur la planète. Alors, ça veut dire quoi? Pourquoi je vous fais visiter ce petit monde-là? Alors, je vais revenir en arrière dans les niveaux. Et on va aller voir McLuhan au XXe siècle, qui est là. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes, et vous le savez, nous savons tous, beaucoup trop nombreux sur cette planète. Et en fait, on se dirige vers un futur confiné. C'est clair, c'est-à-dire qu'on sait que les 2 tiers de l'humanité seront confinés dans les mégapoles existantes actuellement. C'est-à-dire 2 milliards, les 2 tiers de l'humanité, donc les 2 tiers des 9 milliards d'habitants de la planète convergent tous actuellement déjà vers les grandes mégapoles, vers Paris, vers Lyon, vers Tokyo, vers New York, etc. Et on sait que les 2 tiers de l'humanité seront concentrés dans ces immenses structures. Et déjà, il y a 20 ans, on a été beaucoup à le penser, c'est comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire pour faire cohabiter harmonieusement, écologiquement, plusieurs milliards d'habitants? Et alors, on est en train de le faire. Voilà, on est en train de le préparer. Et alors, c'est pour ça que je vous montre McLuhan. C'est un de ceux qui a le mieux pensé cette chose-là. McLuhan travaille donc sur les outils qui sont des amplificateurs, des extensions de nous-mêmes. Et en gros... 10 minutes, Yann. Allô? 10 minutes, tu m'as demandé de te minuter, donc ça fait 10 minutes que tu nous expliques le voyage dans le temps. Voilà, c'est juste un repère. Super, ben merci. C'est rien 10 minutes à l'échelle que tu viens de nous raconter. Ouais, donc il faut que j'aille vite, là. Faut que j'aille vite. En gros, l'idée de McLuhan, c'est le message chez le médium. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qui passe dans la télé, c'est pas ce que je suis en train de vous raconter qui passe dans les tuyaux, qui est important, qui change la société. Ça, c'est la théorie de l'information, c'est ce qui transforme le récepteur, qui est important. Ce n'est pas le contenu, c'est l'outil. C'est-à-dire, dans le message chez le médium, l'important, ce n'est pas ce qui passe dans la télé, c'est l'existence même de la télévision qui a changé la société. C'est parce qu'on a pu empiler des millions de gens dans des univers médiocres, dans des environnements urbains médiocres, sans qu'ils pètent les plombs. Comment a-t-on pu empiler des millions de gens dans des environnements médiocres? C'est grâce à la télévision. C'est la télévision qui a ouvert une petite fenêtre sur le monde, et qui a permis aux gens de s'étendre, de se projeter par un processus que j'appelle cyberesthésique, de se projeter sur la planète. Et ce qu'on est en train de préparer actuellement, et ce qui est une véritable... On est en train de vivre une véritable renaissance, c'est ça, là. C'est ce truc-là. Ça, c'est les casques de réalité virtuelle, c'est la télévision de demain. C'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir... Actuellement, l'humanité a déjà pressenti le confinement à venir, à travers le confinement qu'on vit actuellement et le confinement à venir. Ce qu'on vit en ce moment n'est que la préfiguration du futur proche, qui est une dystopie que je trouve absolument jubilatoire, même si elle est terrifiante. Et pour pouvoir survivre, nous sommes en train de préparer la télévision de demain, c'est-à-dire le cyberespace. Le cyberespace immersif, on est en train d'investir énormément d'énergie dans le développer, et on essaie de développer aussi une extension de notre corps dans ce cyberespace. Alors, je vais aller vite, puisqu'il me reste plus que 10 minutes, et je vais directement aller dans la zone de cybersexe. C'est-à-dire, ce que je vous raconte n'est pas juste une espèce comment on va dire, d'intuition qui m'est apparue comme ça. C'est né de plusieurs années d'expérimentation, de réflexion, d'exploration du cyberespace. Et en particulier, il y a une zone que je trouve totalement jubilatoire qu'il faut que je vous fasse visiter, qui est la cybersexualité. Alors, dans les prototypes du cyberespace futur, et vous savez que d'ailleurs Oculus a été racheté par Facebook, l'un des rêves de Zuckerberg, mais il a fabriqué des personnages trop ridicules en 3D, mais c'est de nous immerger dans un réseau social planétaire, c'est-à-dire d'étendre Facebook à l'espace des avatars. Et donc, il y a quelques années, un prototype absolument génial qui existe toujours, qui s'appelle
Second Life m'a fait découvrir cet espace-là et j'ai pu m'immerger de façon très très intensive, très profonde. J'étais un peu au bout du bout, ce qu'on appelle la narcose narcissique, c'est-à-dire qu'explique McLuhan, c'est lorsqu'on utilise un outil, lorsqu'on s'empare d'un outil, celui-ci nous transforme en cyborg, c'est-à-dire nous devenons augmentés par cet outil. Et donc nous rentrons dans un état que Marshall McLuhan appelle la narcose narcissique, c'est-à-dire un état de stupéfaction où, comme Narcisse, nous essayons de savoir qui nous sommes devenus. Nous sommes fixés sur notre reflet, sur notre image, de nous plus l'automobile, de nous plus la caméra vidéo, de nous plus le réseau social. Les réseaux sociaux sont des amplificateurs existentiels. Et on va rester scotché. Et comment on sort de l'état de narcose narcissique? Eh bien, c'est lorsque nous atteignons nos limites. C'est-à-dire c'est par notre médiocrité que nous sortons de la stupéfaction dans laquelle nous plongent ces technologies qui nous transforment en cyborg. Et donc on va avoir tendance à pousser la machine jusqu'au bout. Et donc Second Life, j'ai poussé Second Life jusqu'au bout du bout du bout du bout, et j'y ai vécu. C'est ça qui est génial, des expériences de conscience modifiée extraordinaires. Alors, je vais essayer... Combien de temps est-ce qu'il me reste là, Philippe? Tu as encore... on va dire 8 minutes. 8 minutes. Alors, 7 minutes. 7 minutes. Je voulais vous faire une démo en temps réel des personnages, des avatars de Second Life, mais on ne va pas avoir le temps, on verra après si on peut. Et du coup, je vais vous raconter l'histoire et le concept, en fait. Là, j'ai fait une galerie de portraits de mes avatars. Et donc, ce que j'ai découvert dans l'utilisation intensive des avatars, qui sont une augmentation de mon corps. C'est-à-dire, je projette mon corps dans le cyberespace, à travers les avatars numériques. Et là, il y a plein de mystères. Il y a plein de choses qui ne sont pas résolues. C'est la puissance, l'efficacité des avatars à nous... la puissance qu'on a à se projeter dans les avatars. Alors déjà, je vous raconte un concept, c'est le concept de individualité, qui n'est pas le même que celui de Deleuze. De Deleuze, c'est une autre idée de l'individualité, c'est-à-dire que le XXe siècle a cassé l'insécable. Le XXe siècle a cassé l'atome, avec la bombe atomique, et il a cassé l'individu. Nous sommes une multitude d'individus, et là, au travail, vous passez d'individu à l'autre. Et moi, j'ai eu la chance, déjà, d'avoir un avatar biologique dès mon enfance, qui était un peu spécial. Oui. C'est-à-dire que j'étais un peu, comme on dit, androgynique, à tel point que, regardez, en bas, c'est la photo du bas, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience d'essayer de trouver l'average human, le human average, c'est-à-dire la moyenne des humains. Donc là, il y avait la moyenne des humains masculins, la moyenne des humains femmes, mais il n'a pas fait le mix entre les deux. Donc un jour, j'ai fait le mix entre... Alors il est asiatique, il est type asiatique, puisqu'il y a plus d'asiatiques sur la planète que, on va dire, d'autres types. Et j'ai mixé les deux. Et là, quand j'ai vu ce visage apparaître, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, mais je connais ce visage. Et en fait, je me suis dit, ah ben oui, mais c'est moi. C'est moi quand j'étais post-ado, que vous voyez au-dessus. Donc j'avais déjà une tête d'avatar, qui correspondait à un archétype. Et j'ai passé ma vie à changer, en fait, de physique. Et en fait, ce qui est absolument génial maintenant, ce que nous vivons, le monde que nous vivons actuellement, c'est grâce, alors donc avec les mouvements, tous ces mouvements qui sont apparus aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord en particulier, et qui vont générer les mouvements LGBTQI, transhumanistes, etc., les body modification, qui sont nés de cette révolution techno-hippie, c'est qu'on se dirige vers un futur de flexibilité déjà de notre corps. C'est-à-dire que nous pouvons transformer notre corps, mais non seulement dans le monde réel, mais aussi dans le monde virtuel. Là, vous voyez, c'est quelques images que j'ai fait avec les IA récentes qui permettent de chercher quel serait notre physique féminin, par exemple, à partir de nos images. Et dans Second Life, j'ai pu faire l'expérience extraordinaire donc de vivre des relations sociales dématérialisées via les avatars 3D. Donc là, vous avez toute ma population d'avatars. Et d'avatar, évidemment, ce que vont faire énormément de gens, on va chercher, on va prendre l'avatar qui correspond à notre alter ego féminin ou masculin, à notre anima ou à notre animus. Et en fait, de pratiquer des relations sociales dématérialisées avec des avatars sont perçus par notre subconscient comme une réalité. Et ça, c'est le truc
énorme, qui est absolument génial, qui se passe, c'est un rêve d'artiste. C'est-à-dire le rêve de tous les artistes, c'est d'aller toucher en profondeur l'inconscient du spectateur. Et bien avec la réalité virtuelle, déjà on y va à 100%. C'est-à-dire en synchronisant le système vestibulaire avec la vision, on fait rentrer le subconscient dans la boucle de commande. Et pour votre conscient, c'est perçu comme faux. Évidemment, on sait que nous sommes dans des mondes virtuels, mais pour le subconscient, la relation dématérialisée avec Avatar est perçue comme vraie. Donc ce sont de véritables expériences sociales et on n'est pas en relation avec des robots, contrairement à ce que tout le monde pense. Nous sommes en relation avec d'autres humains derrière le système. Et dès que le subconscient sait que c'est un humain avec lequel vous êtes en interaction et non pas un robot, ça change complètement la signification et l'implication cognitive et émotionnelle. Et le truc que je vous montre là, c'est qu'en fait, en 2007, un des fabricants de sexe pour Avatar dans Second Life a interfacé un dildo avec les avatars. Ce qui fait qu'on pouvait synchroniser des stimuli sexuels, parce que la sexualité, c'est ce qui nous implique le plus, et qui implique le corps. On pouvait synchroniser la sexualité avec la relation dématérialisée. Donc on fait rentrer le corps dans la boucle de commande, non pas à travers un casque de réalité virtuelle, mais à travers les stimulations du physique, de la peau. Et le premier à avoir fait ça, je vous montre quand même parce que c'est du top de top, c'est un jeu qui s'appelle Rez, qui n'était pas à vocation sexuelle sur la PS2, qui en 2000, si je ne me trompe pas, s'appelait Rez Project K, voilà. Et il a été mis sur le marché 2001. Il a été mis sur le marché, vous voyez, c'était un jeu de shoot 'em up où on dégommait des monstres, mais avec une forte rythmique. Et l'auteur japonais de ce jeu voulait générer des effets synesthésiques. Et donc, il a mis sur le marché au Japon uniquement un vibromasseur synchronisé avec le jeu. Et donc, c'est le jeu Rez, qui est un vrai collector, et c'est le premier à mettre en place un dispositif qui permet de synchroniser pas seulement les mains avec des vibrations, mais n'importe quelle autre partie du corps. Et en fait, en faisant cela, on fait rentrer le corps donc je disais, et le subconscient dans la boucle de commande. Et à ce moment-là se produit des phénomènes extraordinaires, des choses fantastiques. Et donc le moment fabuleux que j'ai vécu grâce à ça, c'est ce moment de conscience modifiée que j'ai vécu à travers, en fait, sans adjuvant, sans rajouter de produits chimiques ou autre chose, simplement en m'immergeant à 200% dans un réseau social à travers Avatar, à la troisième personne en plus. Un jour, mon avatar a pris vie. C'est-à-dire mon avatar s'est déconnecté du Yanmin et s'est mis à me parler. Donc c'était absolument génial. Alors, le cerveau a du mal à gérer une histoire comme ça. Ça a duré 20 minutes comme état de conscience où mon avatar féminin, qui s'appelle Dil, qui est aussi l'héroïne de mon roman, m'a parlé. Et donc c'était une individualité forte. Là, vous voyez, vous avez Dil, et à côté vous avez une furie aussi, un de mes avatars en furie. Et donc ces techniques d'avatar nous permettent très facilement de dématérialiser le corps et de lui faire avoir des relations dans le cyberespace. Et on peut en avoir une infinité. C'est-à-dire actuellement, cette expérience-là, qui avait accès à cette expérience-là dans l'humanité? Les écrivains et les comédiens. Les auteurs et les comédiens connaissent bien ce phénomène où nos personnages prennent vie, mais prennent vie de façon extrêmement intense. Ils peuvent même prendre le dessus. Là, actuellement, à travers les jeux vidéo, à travers le cyberespace, c'est l'humanité entière qui est en train de faire l'expérience du multi-individualité dans les réseaux sociaux cyberspatiaux. Et Facebook, c'est des clopinettes par rapport à la puissance qu'a de dématérialisation qu'ont les avatars en 3D, si en plus vous mettez un casque de réalité virtuelle. Et donc ça nous met dans un état de narcose narcissique, c'est-à-dire qu'on veut savoir qui nous sommes. Ce que font tous les petits jeunes maintenant, actuellement, c'est qu'ils veulent aller au bout du bout de cette expérience extraordinaire, où ils s'enrichissent de multi-individualité, et ils sont complètement accaparés, mais nous tous, nous sommes complètement accaparés, nous sommes tous dans un état de narcose narcissique avec l'informatique. Pourquoi ? Parce que la différence des automobiles, c'est que nous évoluons plus vite que l'automobile. Donc à un moment ou à un autre, on comprend très vite les limites de nous-mêmes avec l'automobile. Mais l'informatique, les réseaux sociaux, le cyberespace est en train de se complexifier et de grandir en même temps que nous. Et donc, il n'y a pas de limites. Les limites ne sont pas encore atteintes de cet outil-là. Nous sommes toujours en train d'essayer de trouver nos propres limites. Et donc, je pense qu'en ce moment, l'humanité entière est dans un état de narcose narcissique
avec nos outils et les nouveaux corps, hein, les nouvelles extensions, les nouvelles projections cyberesthésiques que nous faisons en dehors de nous, sur la planète. Voilà. Donc merci là, Yann. je crois que c'est pas mal. Je pose les limites temporelles. qui fait que, voilà, on a été amené, en tout cas, on a bien suivi ton parcours. C'est assez hallucinant d'avoir rassemblé autant à la fois d'images du passé et puis de projections vers le futur proche. On est bien dans le futur proche, là, on n'est pas loin, puisqu'on est dans un futur qui est déjà incarné par la possibilité de s'y projeter grâce aux avatars. Merci Yann. Je crois qu'on n'aura pas la possibilité d'interagir, mais en tout cas, vous pouvez bien sûr consulter le travail de Yann. Vous tapez Yann Means, il est partout. On l'a vu, c'est un no-no de cyberpunk, donc on le trouvera partout sur Internet et vous pourrez vous projeter avec lui par rapport à tout ce qu'il a fait. On va passer à une autre séquence avec un groupe d'artistes, un groupe de Coney Island Society, et on va y aller tout de suite.